bonjour à tous, merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Nous sommes vendredi et nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. On démarre cette édition par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne ce matin. C'est la revue de presse du Moyen-Orient. Yael Bernstein, bonjour. Bonjour Barbara. Alors, ce qui fait la une incontestablement ce matin dans les journaux israéliens, c'est la menace de Naftali Bennett de quitter le gouvernement si de nouveaux terroristes seraient libérés dans une 4e vague. Menace, c'est le mot juste, c'est même un ultimatum. Le ministre de l'économie et chef du parti de droite nationaliste, le Foyer juif, profère cette menace depuis plus de 2 semaines maintenant et fait, comme vous l'avez dit Barbara, la une de tous les médias israéliens. Je vous invite à découvrir tout d'abord la première page du quotidien à grand tirage, Yediot Aharonot. Le grand titre dénomme tout simplement la démarche de Bennett comme un ultimatum. Si les 14 terroristes arabes israéliens de la 4e vague sont libérés, mon parti quittera le gouvernement et ainsi je démantèlerai la coalition. En bas de cette page, vous pouvez voir les différents pronostics de l'après-coup, c'est-à-dire dans la condition dans laquelle le gouvernement pourra subsister si les 12 députés du parti quittent le gouvernement. Eh bien, il n'y a pas de majorité au gouvernement sans envisager un gouvernement de cohabitation où serait greffé éventuellement le parti travailliste, ce que n'envisage absolument pas Benjamin Netanyahou aujourd'hui. Et ce sujet est repris dans le quotidien centriste Maariv, je cite « Il faut arrêter de vouloir reprendre les négociations à tout prix. Nous sommes les pigeons de cette région du monde. Il faut impérativement que nous annexions de façon unilatérale les territoires d'implantation. » C'est Naftali Bennett, évidemment, qui dit cela. Et voilà alors la caricature que nous propose toujours Maariv. On y voit le Premier ministre, Netanyahou, confus entre la ministre de la Justice et le chef des négociations, Tzipi Livni, d'un côté, qui lui souffle de ramper pour nous faire humilier, c'est le terme qu'emploie la caricature, et de l'autre, Naftali Bennett, qui lui souffle d'annexer. Et les négociations sont en mauvaise passe aussi dans la presse arabe. Regardez plutôt les commentaires du quotidien libanais L'Orient le Jour qui parle clairement de douche écossaise. Le voilà. Israël a gelé le transfert des taxes aux Palestiniens dans le cadre d'une série de nouvelles sanctions en représailles à leur demande d'adhésion à 15 traités et conventions internationaux, a annoncé hier un responsable israélien. Israël a également suspendu sa participation au développement d'un champ gazier au large de la bande de Gaza, adjacent à un champ israélien. Pourtant, une nouvelle rencontre entre négociateurs israéliens et palestiniens sous médiation américaine s'est tenue hier pour tenter de surmonter la crise des pourparlers de paix plombée par un cycle d'actions antagonistes de part et d'autre selon des sources concordantes. Lors de cette rencontre, sous des auspices de l'émissaire américain Martin Indyk, la délégation palestinienne entendait se concentrer sur la libération d'un 4e et dernier contingent de prisonniers dont le blocage par Israël a plongé les pourparlers de paix dans la crise, a-t-on ajouté. Et je vous propose de terminer ce sujet des négociations de paix mal en point, vu cette fois du côté libanais dans le quotidien The Daily Star. Cet article est rédigé depuis ce que notre confrère appelle Jérusalem occupée. Et on y voit Mahmoud Abbas à Ramallah le 1er avril dernier lors d'une réunion politique. Les Israéliens ont imposé des sanctions économiques aux Palestiniens en réaction aux conventions onusiennes signées par le chef de l'autorité palestinienne. Voilà, et de cette douche écossaise, le chaud et le froid qui souffrent sur les négociations, on en parle dans un instant avec vous, Daniel Haïk. Pour l'heure, dans la presse israélienne, on reparle également ce matin des actes de vandalisme qui se sont produits ce matin dans la localité, qui se sont produits cette semaine, excusez-moi, dans la localité de Itzar en Cisjordanie. La police a procédé à plusieurs arrestations. C'est ça, cette nouvelle est reprise dans le quotidien Yediot Aharonot. C'était il y a 3 jours des attaques israéliennes contre des soldats de Tzahal en poste à Itzar. Seulement 8 personnes ont été interpellées. 2 d'entre elles viennent d'être assignées à résidence. En photo, déguisés, 4 hommes ultra-orthodoxes mis en examen pour avoir attaqué le commandement de Tzahal et avoir fait plusieurs blessés. 8 personnes seulement ont été arrêtées jusqu'à maintenant, mais on doit s'attendre à d'autres arrestations, étant donné que plus de 50 personnes ont participé à cet éclat de violence. Et on vient d'apprendre il y a quelques minutes par le quotidien Ynet, dont on n'a pas malheureusement encore le visuel, que Tzahal a réussi à prendre la yeshiva, l'école d'études toraniques, où ont été les personnes suspectes d'avoir commis ces actes de violence la semaine dernière. Allez, on passe maintenant à ce sondage. On est toujours en Israël et il traite de la satisfaction des Israéliens quant aux actions des grandes figures emblématiques qui marquent la scène israélienne. C'est ça. Ce sondage a été réalisé par le quotidien de gauche Haaretz et il nous apprend bien par exemple que l'éternel numéro 1 et président de l'État Shimon Peres vient d'être détrôné par le chef de l'état-major Benny Gantz avec 78% des Israéliens qui sont satisfaits de ses actions ces 12 derniers mois. 77% pour Shimon Peres et 58% seulement pour Yulia
Edelstein, le président de la Knesset, Benjamin Netanyahou, loin derrière avec seulement 45%. Et en mauvais perdant, le chef du parti centriste Yesh Atid, le ministre des Finances Yair Lapid, avec 25% de satisfaits seulement. Daniel, vous voulez réagir à ce sondage ? Non, la donnée la plus impressionnante, c'est le fait que Yair Lapid n'a requis que 25% des suffrages. Ça veut dire beaucoup pour des élections. Lorsque Yair Lapid est rentré en politique, c'était pour être au moins aussi populaire qu'il n'était en tant que présentateur télévisé. Et là, on voit que finalement, le poste de ministre des Finances est un poste extrêmement ardu, difficile, et il n'a pas obtenu le soutien populaire aujourd'hui. Et c'est difficile, et surtout en perspective, et surtout si on parle de remaniement gouvernemental, d'élections anticipées. Il perdrait 5 difficile. mandats. Il perdrait 5 mandats aujourd'hui si on devait refaire les élections aujourd'hui, selon ce même sondage. Sur sa décision d'avoir accepté ce ministère. On parle de la Syrie également ce matin, Yael, où les combats ne cessent de se poursuivre et s'intensifient avec de nouvelles victimes. Oui, Barbara, c'est la version online de la chaîne d'information Al Jazeera qui nous rapporte cette nouvelle. Plus de 50 combattants ont été tués hier dans de nouveaux affrontements en Syrie entre djihadistes et rebelles, auparavant alliés dans leur lutte contre le régime de Bachar el-Assad, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces combats ont éclaté avec un assaut lancé à l'aube par les djihadistes sur des positions tenues par le front El-Nosra, lié à Al-Qaïda, et par ses alliés à la frontière syrio-irakienne. Les combats se déroulent en particulier autour de la ville de Boukamal, où les djihadistes ont avancé en direction du poste frontière pour tenter de faire la jonction avec leurs frères d'armes en Irak. Daesh a pris plusieurs quartiers de Boukamal aux combattants d'El-Nosra et d'autres rebelles islamistes, a précisé l'OSDH. Par ailleurs, le front El-Nosra a revendiqué dans un communiqué le double attentat à la voiture piégée qui a fait au moins 25 morts mercredi dans un quartier de Homs et dans la localité de Karmel Zaitoun, dans la province de Homs. 14 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées par des inconnus hier, selon l'OSDH qui attribue l'attaque à des miliciens pro-régime. Mais l'agence officielle Sana a accusé un groupe terroriste armé, terme utilisé par le régime pour désigner les rebelles. Et enfin, à Alep, les rebelles ont avancé hier dans le quartier de Zara, où dans le nord-ouest de la ville, le front Nosra et les groupes islamistes ont pris un immeuble près du siège des services de renseignement de l'armée de l'air que la rébellion visait depuis près de 2 ans. La guerre fait rage. Merci beaucoup, Yael Bornstein. Restez avec nous. Voilà, le grand titre de cette matinée reste évidemment les négociations de paix. Elles pourraient être relancées, mais la pression se resserre autour de Benjamin Netanyahou. C'est un vent de fronde qui souffle au sein de son gouvernement, une fronde menée par un certain Naftali Bennett. Il est le chef de file du parti ultranationaliste Le Foyer Juif. Rappel des faits en images, on en parle juste après. Des informations contradictoires, une réunion tripartite et des sanctions annoncées. La journée de jeudi a été particulièrement intense. Elle a commencé par une réunion tripartite dans un hôtel de Jérusalem sous l'égide du médiateur américain Martin Indyk. Tzipi Livni et Saeb Erekat se sont entretenus pendant plusieurs heures. Le département d'État américain s'est félicité de la rencontre. À la suite de cette entrevue, Israël a annoncé le gel du transfert des taxes douanières dues à l'autorité palestinienne, le plafonnement des dépôts bancaires palestiniens dans ses institutions financières, ainsi que son retrait d'une participation au développement d'un champ gazier au large de la bande de Gaza. Le négociateur Saeb Erekat a immédiatement réagi à cette annonce en dénonçant un acte de piraterie israélien. Il a poursuivi en expliquant que cette rencontre n'avait débouché sur aucune percée. Pourtant, selon des sources israéliennes, des progrès ont été enregistrés, permettant d'espérer la poursuite des négociations au-delà du 29 avril, la libération des prisonniers palestiniens et l'arrêt de la part de l'autorité palestinienne des demandes d'adhésion à des agences internationales. À la suite de cette rencontre, jeudi soir, le ministre israélien de l'économie Naftali Bennett a menacé de quitter le gouvernement. La libération d'Arabes israéliens dans le cadre des négociations israélo-palestiniennes est une atteinte à la souveraineté israélienne selon le leader du foyer juif. Une telle libération ne serait rien d'autre qu'une capitulation et une réponse au chantage du terrorisme palestinien, a-t-il ajouté. Daniel Haïk, vous êtes consultant à 24 News. On va reparler dans un instant de cette pression politique qui pèse sur Benjamin Netanyahou. Mais avant cela, une question simple. Est-ce que la crise dans les négociations est derrière nous? Est-ce que les discussions vont reprendre dans les jours qui viennent? Difficile à dire. Hier soir à 20h, on avait le sentiment que l'on s'acheminait vers un règlement, un accord qui permettrait la poursuite des négociations au-delà du fameux 29 avril pour 9 mois encore.
Et puis, quelques heures plus tard, des informations ont affirmé que, des rumeurs ont affirmé que finalement, c'était encore prématuré. Il faut préciser que les rumeurs positives, encourageantes venaient de Washington et du Caire, mais à Jérusalem, on a toujours été très prudent. On a toujours affirmé qu'il était prématuré de parler d'accord, qu'on était au milieu de la crise. Ça résume bien, en fait, toutes ces négociations depuis qu'elles ont démarré. Optimisme, naïveté, peut-être venue de Washington. Oui, il y a des vents contraires, il y a des intérêts contraires, il y a des vents contraires, des intérêts contraires. Et on aurait pu penser, par exemple, hier soir, que les Israéliens, tactiquement, essayaient de durcir le ton face à des informations optimistes pour essayer justement de ne pas reproduire leur erreur de la semaine dernière parce qu'ils s'étaient empressés d'annoncer un accord qui incluait la libération de Jonathan Pollard. Ouais. Et cet empressement a été perçu par les Palestiniens à l'époque comme une sorte une marque de faiblesse et a poussé les Palestiniens à augmenter les enchères, à faire grimper les enchères. Et finalement, on est arrivé à une impasse. Là, peut-être, on pensait que c'était peut-être une tactique, mais il semble véritablement qu'il y ait des difficultés. Qu'à l'issue de cette troisième rencontre hier entre Saeb Arikat, Tzipi Livni et Martin Indyk, eh bien, il n'y ait pas de véritable progrès, pas de déclic, pas de percée. Quel genre d'accord serait susceptible d'être trouvé maintenant pour quand même remettre les parties à table? L'accord dont on parlait hier soir et qui sont sur les informations positives venait se résumer en 2 points. La libération de la 4e série de prisonniers palestiniens, y compris les Arabes israéliens. Donc, c'est 30 prisonniers qui ont la négociation qui a buté le 29 mars après le refus d'Israël de les libérer. En échange, et c'est le point important, en échange de la libération de Jonathan Pollard par les Américains. Et le deuxième point, c'était le gel des démarches entreprises par l'autorité palestinienne auprès des instances internationales en échange d'un gel partiel de la construction en Judée et Samarie. Alors, on pensait que ça allait aboutir, et finalement, on voit que même là, c'est prématuré. Il y a apparemment des difficultés. De légers progrès, affirme le département d'État américain, mais on n'est pas encore à la veille d'un accord. Et puis on note quand même, en parlant de souffler le chaud et le froid, qu'Israël annonce ensuite, hier soir, une mesure punitive contre les Palestiniens. De quoi s'agit-il ? Alors, d'abord, Israël a déjà annoncé au cours de la semaine qu'il y aurait des mesures punitives, des ripostes à la décision unilatérale des Palestiniens d'entamer des démarches auprès des instances internationales. Alors, l'une de ces mesures, c'est finalement de geler, c'est une mesure qui a déjà été appliquée par Israël à de multiples reprises en temps de crise, c'est de geler le versement de la TVA aux Palestiniens. C'est un versement qui revient de droit aux Palestiniens, qu'Israël reçoit et qu'il doit transférer aux Palestiniens. Et les Israéliens ont décidé de geler ce transfert et même d'utiliser ces fonds, d'utiliser cette TVA pour combler en fait les dettes importantes des Palestiniens envers, par exemple, la Compagnie nationale d'électricité, des sociétés de carburant israéliennes. Les Palestiniens doivent beaucoup d'argent à la Compagnie nationale d'électricité et Israël s'est dit c'est le moment de récupérer cet argent en gelant donc d'une part ces TVA et en récupérant cet argent pour ça veut dire quoi ces sanctions aujourd'hui contre les Palestiniens? Ça veut dire qu'Israël veut mettre des bâtons dans les roues à la reprise des négociations? Ça veut dire, comme l'a dit Benyamin Netanyahou dimanche lors de la réunion du Conseil de ministres, si les Palestiniens prennent des mesures unilatérales, nous prendrons en riposte des mesures unilatérales. Eh bien, ce sont ces mesures-là. Israël a d'ailleurs limité également cette semaine ses contacts ministériels avec l'autorité palestinienne. Ça fait partie également et a réduit la possibilité de... On est rentré dans une mécanique comme ça de mesures unilatérales de part et d'autre. Oui, on est rentré dans une démarche effectivement de mesures unilatérales, mais tout cela peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire puisque... Hier, il y avait encore, donc, au début d'après-midi, des informations sur le fait qu'il y avait une possibilité. Ça venait de Washington, d'un haut diplomate américain qui affirmait qu'on était à 2 doigts d'un accord. Nabil El Arabi, le secrétaire général de la Ligue arabe, a affirmé qu'un accord était imminent. C'est étonnant de savoir pourquoi finalement on n'y est pas arrivé. Est-ce qu'il y a des difficultés encore de dernière minute et que l'on est à la veille de l'accouchement Oui. Autre difficulté, Daniel, elle vient de la scène intérieure israélienne, des pressions politiques sur Benyamin Netanyahou, Naftali Bennett, qui menace de démissionner. Est-ce qu'il va le faire ? Écoutez, si Bennett démissionne et en démissionnant, parce que effectivement des Arabes israéliens vont être libérés, sur le principe, il faut comprendre, il y a une certaine légitimité à sa démarche. C'est-à-dire, libérer des Arabes israéliens pose un problème non seulement moral, mais un problème juridique à l'État d'Israël, qui libère des prisonniers qui n'ont pas été graciés par le président de l'État, qui sont des citoyens israéliens. Mais au-delà, si effectivement la démarche de Naftali Bennett de quitter le gouvernement entrave
la libération de Jonathan Pollard, eh bien, je crois que Naftali Bennett sera plus perdant que gagnant dans cette démarche. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, même Avigdor Lieberman, au cours de la semaine, avait dit je préfère des élections anticipées à la libération de prisonniers palestiniens ou même en particulier de prisonniers arabes israéliens. Il était au cœur du débat, il a négocié, il a discuté avec John Kerry il y a 2 jours. Il est même possible que peut-être il a arraché quelques promesses de la part de John Kerry. On a du mal à imaginer qu'un parti politique aujourd'hui prenne le risque de faire, non pas chuter le gouvernement, parce qu'il y a d'autres options. On peut envisager d'autres options à la place du parti du foyer juif qui quitterait le gouvernement. Mais prendre le risque de quitter le gouvernement et d'empêcher la libération de Jonathan Pollard. Pollard, c'est un atout. Oui, vous n'y croyez pas trop à l'heure actuelle. Bon, c'est ce qu'on peut dire en tout cas ce matin sur ces négociations. On continuera très certainement d'en reparler dans les jours qui viennent. Restez avec nous, Daniel, puisqu'on parle avec vous de la Pâque juive, fêtée dans quelques jours en Israël et dans le monde entier. Liberté, transmission, entraide et valeurs au cœur de cette fête. On y revient après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. J'ai le plaisir d'accueillir Michel Kishka, comme tous les vendredis. Bonjour Michel. Bonjour, et rebonjour Daniel Haïk. Nous sommes ensemble pour cette partie. On commence avec vous, Michel. L'actualité de la semaine vue par vos dessins. On démarre par les négociations de paix. Alors cette semaine, on en a parlé beaucoup avec Daniel, vous soupirez tous les deux. C'est-à-dire, écoutez, ça fait 9 mois qu'on en parle. Ouais. Ça fait 9 mois qu'on en parle. Alors moi j'ai 2 préoccupations. Une préoccupation nationale, parce que j'aimerais bien que ça aboutisse, et une personnelle, comment est-ce qu'on va dessiner ça? Comment est-ce que je vais parvenir à me renouveler alors que les pourparlers ne se renouvellent pas? Voilà, c'est comme ça que vous avez décidé de le renouveler cette semaine. Alors j'ai déjà tout essayé. Alors là j'essaye quelque chose de nouveau. Voilà, c'est la première scène, c'est août 2013, le départ des pourparlers, donc Kerry qui donne le coup du départ, et 9 mois après, il n'y a que lui qui court. Voilà, c'est un peu... On n'est pas encore parti. On n'est pas encore parti, et j'ai hésité, je me dis, est-ce que je dessine Arikat et Livni, ou Bibi et Abbas? Et je me suis dit que des gens allaient me demander qui c'est le gars à côté de Livni. Alors j'ai décidé de mettre les 2 dirigeants plutôt que leurs 2 représentants, ça allait être plus et puis communicatif. Ceux qui ne veulent pas trop courir ou trop s'épuiser dans cette course, c'est plutôt les dirigeants? Non, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire, mais de toute façon, vous savez, Tzipi, elle représente un tout petit parti qui n'a aucun poids, mais elle est quand même celle qui a été mise en place par Netanyahou pour représenter Israël dans ses pourparlers. Moi, je trouve qu'elle fait du bon travail, mais même si on n'a pas beaucoup avancé, je pense c'est une figure importante dans ses pourparlers, c'est vrai. Mais bon... Est-ce que les Américains ont fait des erreurs depuis le début de ces négociations? Est-ce qu'on en est là aussi en partie à cause de John Kerry? Moi, je pense qu'il y a, et ça c'était clair depuis le départ de l'investiture d'Obama, que les Américains ont peut-être une vision un peu naïve, entre guillemets, je ne veux pas dire qu'ils sont naïfs parce qu'ils s'investissent énormément, mais quand même encore un tout petit peu schématique peut-être de la complexité du conflit au Moyen-Orient. Et le discours du Caire d'Obama l'a bien montré. Et il est possible que le fait que ça s'enlise, le fait que Kerry ait promis aux Palestiniens qu'il allait convaincre les Israéliens de relâcher les prisonniers israéliens arabes, c'est très compliqué tout ça. Mais enfin, c'est sûr que c'est pas ça qui va faire ou non ou arrêter les pourparlers ou tomber le gouvernement. Il y a beaucoup plus de choses sous-jacentes, et la chose principale, c'est que si on avait senti un avancement, un regain de confiance, qu'il y a eu à un moment donné dans le passé, entre Israël et les Palestiniens, entre Israël et les Palestiniens, on aurait pu avancer. Mais on est toujours dans cette méfiance et cette défiance mutuelle, et dans un climat comme ça, je pense pas qu'on puisse vraiment beaucoup avancer. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. Écoutez, si jamais les pourparlers sont prolongés, alors on peut de nouveau reprendre un petit espoir, on peut reprendre son souffle et espérer que une chose va être faite de part et d'autre, parce qu'il y a une rigidité palestinienne face à une rigidité israélienne. Bibi Netanyahou est complètement dépassé de l'intérieur par son propre parti, et on va voir ce que ça va donner. Vous partagez ce pronostic? Oui, je partage surtout autour du mode de confiance, de méfiance et de défiance. Effectivement, quand il n'y a pas de confiance, impossible d'instaurer de véritables relations, un véritable dialogue. Et finalement, il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire, Binyamin Netanyahou ne croit pas en Abou Mazen, et Abou Mazen n'a pas confiance en Binyamin Netanyahou. Et donc, à partir de là,
les dés sont pipés lorsque l'on négocie. On négocie pour essayer d'aller de l'avant, pour faire plaisir aux Américains surtout, et peut-être à la fin pour essayer d'accuser l'autre d'être responsable de l'échec des négociations. C'est-à-dire, ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est vrai. Le résultat seulement, c'est qu'Israël perd en crédibilité et les Palestiniens gagnent en crédibilité parce qu'ils sont en train de s'adresser donc à toutes ces instances de l'ONU, et finalement, ils risquent d'avoir je sais pas, moi je le mets pas entre guillemets, non. Ils sont censés obtenir une reconnaissance, en tout cas au moins au niveau de l'ONU, alors qu'Israël aurait dû, si le processus avait bien marché, Israël aurait dû être les premiers à voter pour que ça se passe de cette façon-là. Reconnaître cet État palestinien, voilà, exactement. Voilà, donc, alors, oui. Michel, la semaine a été marquée également par cette visite officielle du président Shimon Peres en Chine. Superstar, Shimon Peres. Hein. Écoutez, on ne peut pas ne pas parler de ça. C'est impossible. On a un président de 90 ans qui a un emploi du temps plus chargé que nos trois réunis. Ça, c'est sûr. Et qui se trouve à l'autre bout du monde, dans le plus grand pays du monde, en tant que représentant d'un des plus petits pays du monde. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le dessin de cette rencontre. Et évidemment, pour le prendre un peu à l'humour, alors évidemment que Xi Jinping lui dit nous sommes grosso modo 1,3 milliard, virgule quelque chose, et Pérez, qui a toujours le bon jeu de mots, dit nous sommes grosso modo la virgule. Et c'est vrai, qu'est-ce que c'est Israël par rapport à la Chine? Et pourtant, c'est sûrement un des pays dont on parle le plus au monde, et peut-être aussi en Chine. Il fait du bon boulot en tout cas, Shimon Peres. Vous parlez de l'image d'Israël, la crédibilité d'Israël. C'est la fin de son mandat. C'est la fin de son mandat, et on peut dire que s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de bon pour l'image d'Israël dans le monde, on peut lui donner le crédit au moins de cette chose-là. C'est une visite réussie ? La virgule intéresse beaucoup les Chinois. Hein. Il faut savoir que l'État d'Israël, cet État start-up, cette nation start-up intéresse beaucoup les Chinois. Ils veulent savoir, on en avait parlé il y a quelque temps, comment les Israéliens sont devenus, ça les intrigue, la sagesse, le génie juif, ce que l'on appelle le génie juif, ça les intéresse, ça les interpelle, et ils sont intéressés. Il y a une coopération extrêmement étroite en matière commerciale entre Israël et la Chine. Tu sais pourquoi la virgule les intéresse tellement ? Parce que ça change tout en fonction de là où tu la places. Oui, ça c'est vrai. Allez, on poursuit avec l'actualité internationale. On a marqué évidemment cette semaine les 20 ans du génocide rwandais. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup dans les médias que je lis aussi en français, évidemment, parce que d'abord, c'est en France que s'est déroulé le premier procès d'un génocidaire, 20 ans après. Mais maintenant, on est dans un couac diplomatique grave entre Kagame, qui est le président de Rwanda, et la France, qui l'accuse, dans la cérémonie de commémoration qui vient d'avoir lieu, d'avoir aidé à la préparation du génocide. Et ça, c'est une accusation très grave. Alors, j'en connais pas tous les tenants, les aboutissants. Pourquoi ça se passe maintenant, 20 ans après ? J'ai pas vraiment la réponse à ça. Mais j'ai voulu répondre par un dessin. Et j'ai fait la paraphrase du J'accuse de Zola, qui n'a rien à voir avec la situation actuelle. Et un soldat français de l'opération turquoise qui se demande de quoi exactement on les accuse. Alors, on va savoir exactement ce qui s'est passé, mais c'est vrai aussi que, historiquement, dans toutes les situations où il y a eu des génocides, ça met des décennies finalement à s'ouvrir, à se soigner et à se refermer. Et peut-être qu'il y a d'autres raisons, évidemment, là-dessous, je ne sais pas exactement lesquelles elles sont. On parlera du génocide rwandais dans cette édition avec des artistes surprenants qui font un travail de mémoire très intéressant. Ce sera à suivre, et on finit cette revue de vos dessins par la Pâque juive. Elle sera fêtée lundi soir en Israël et dans le monde entier. Absolument, et donc on ne pouvait pas quand même ne pas au moins se souhaiter bonne fête, et souhaiter bonne fête à tous nos amis ici par les antennes. Alors il y a souvent les Israéliens allaient passer leurs vacances de Pâques sur les plages de Taba, au nord de la péninsule du Sinaï. Et depuis les attentats d'Al-Qaïda, c'est de moins en moins fréquenté, c'est de moins en moins recommandé d'aller sur ces plages. Et finalement, je fais les Israéliens qui ne vont plus au Sinaï, qui croisent les Hébreux qui sortent d'Égypte et se croisent à la frontière pour se souhaiter bonne fête. Voilà, alors on va continuer de se souhaiter bonne fête. Daniel, on va en parler de cette Pâque juive dans un instant avec vous, de ses aspects philosophiques. Avant ça, je vous propose ce reportage. Il a été tourné cette semaine au Mur des Lamentations, qui s'est offert un petit nettoyage de printemps, comme toutes les maisons en Israël. Regardez. Le Mur des Lamentations, un lieu sacré pour les Juifs du monde entier. Chaque année, plus de 11 millions de personnes viennent se recueillir devant ce qui aurait été l'emplacement du second temple de Jérusalem il y a des milliers d'années. Mais plus qu'un lieu de prière, le mur abrite un rituel bien établi. Selon la tradition, chaque visiteur peut formuler un vœu sur un morceau de papier et le déposer entre les fissures des pierres.
Un ami m'a demandé de mettre une prière dans ce mur sacré pour lui. Des messages minutieusement pliés qui portent une signification importante dans le judaïsme. Si une personne vient demander quelque chose à Dieu à cet endroit, le Dieu ne vérifiera pas s'il le mérite ou pas. Il lui accordera son vœu. C'est la puissance du mur. Même si la personne n'est pas juive, il écoutera sa prière. Dans le judaïsme, lorsque l'homme demande quelque chose au Créateur, il doit transformer son souhait en action. Ce n'est pas assez qu'il y pense, ce n'est pas assez que Dieu sache déjà ce qu'il veut, il doit demander en personne. Le petit mot est un autre moyen pour transformer son souhait en action. Cette semaine, les employés de la Fondation du Mur ont collecté les millions de vœux dans des dizaines de sacs plastiques. Les petites notes sont ensuite enterrées dans un endroit tenu secret. Une note écrite au Créateur n'est pas un papier que l'on jette à la poubelle. Ce n'est pas respectueux pour les personnes à qui il est destiné, ni pour la personne qui l'a rédigé. Il y a donc deux options. Soit on les brûle, soit on en dispose en les enterrant, comme on fait pour les livres sacrés. Nous avons préféré en disposer de cette façon. Ce processus a lieu 2 fois par an, l'une avant le Nouvel An juif à l'automne et la deuxième avant la fête de Pessah au printemps. Avant la fête de Pessah, comme le dit la religion, nous devons nous débarrasser du chametz, c'est-à-dire de tous les produits qui contiennent de la levure et qui sont interdits à la consommation pendant la fête. Mais le chametz, ce n'est pas que le chametz de la nourriture, c'est aussi le chametz que l'on a dans son cœur. La fierté, l'ego, toutes les choses négatives que l'on porte en soi. Un nettoyage de printemps pour purger les esprits, le rituel peut à nouveau recommencer. Alors Daniel, la fête de la Pâque juive, c'est en effet une fête remplie de valeurs. On a parlé de purger les esprits, mais ce n'est pas la seule valeur. On va parler de transmission, d'entraide également pour cette fête de Pessah, et puis de liberté. C'est la fête avant tout de la liberté retrouvée. Oui, c'est au moment de la sortie d'Égypte, c'est la fête qui commémore la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, c'est un événement qui est majeur, qui est l'un des événements les plus importants de l'histoire du peuple juif. Et quelque part, vous savez, dans la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, on dit le peuple juif est né sur la terre d'Israël. La première phrase, c'est une erreur. Le peuple juif n'est pas né sur la terre d'Israël, il est né en Égypte. Il est né sur une terre étrangère. Créer un peuple, forger un peuple sur une terre, sur sa terre, c'est quasiment normal. Mais qu'un peuple se forge et se maintienne dans l'histoire de l'humanité depuis, et qu'il est toujours présent, et il a été créé sur une terre étrangère comme la terre d'Égypte, eh bien ça c'est quelque chose de tout à fait particulier au peuple juif. Ça renforce d'une certaine manière l'identité presque nationale et religieuse de ce peuple. Et donc c'est l'un des symboles de la fête de Pessah. C'est-à-dire le peuple juif est né en Égypte. Il est né et d'ailleurs la Torah, la Bible nous enseigne, puisque nous avons été étrangers en Égypte, puisque nous avons été opprimés en Égypte, nous devons avoir une approche très conciliante envers l'étranger, très favorable envers l'étranger, très tolérante. Et donc ça, c'est un des messages de la fête de Purim, de la fête de Pessah, pardon, de Pessah. Alors, vous parlez de l'exil aussi, qui reste central dans l'histoire du peuple juif. Et la phrase que tous les juifs du monde vont prononcer lundi soir, c'est « L'an prochain, à Jérusalem », ce souhait qui est resté au cœur du peuple juif pendant des millénaires, de revenir vers sa terre, c'est crucial aussi. C'est crucial. C'est-à-dire c'est un peuple qui est né sur une terre étrangère, mais qui n'a jamais abandonné son aspiration de revenir sur sa propre terre. Et c'est cela, l'an prochain à Jérusalem, lorsque des Juifs ont crié le soir de la révolte du ghetto de Varsovie, en avril 1943, avant de prendre les armes pour lutter contre les nazis, eh bien ils ont scandé l'an prochain à Jérusalem. Ça avait cette signification. C'est-à-dire l'objectif, la perspective du peuple juif, c'est toujours de revenir sur sa terre. Et d'une certaine manière, c'est un espoir qui a été concrétisé au cours des dernières décennies. Alors il y a d'autres valeurs comme ça qui agitent la fête de Pessah. Une notion sociale extrêmement importante qui ressurgit pendant cette Pâque juive, le fait de devoir inviter des pauvres, le fait que les associations caritatives en Israël
Israël aussi s'agite à Pessah. Pourquoi ? Si vous le voyez, vous pouvez le voir à Jérusalem, c'est très marquant, mais aussi partout à travers le pays. Une volonté d'aider les pauvres pendant la fête de Pessah, à passer la fête de Pessah, et surtout en particulier à célébrer le Seder de Pessah. Le Seder de Pessah, c'est la soirée pascale. C'est une soirée tout à fait particulière. C'est une fête, c'est en fait la soirée de la transmission. C'est la soirée au cours de laquelle on va transmettre aux jeunes générations, aux enfants et aux petits-enfants, cet enseignement, cette histoire de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Et on invite, il y a là une volonté effectivement sociale, on invite tout le monde, on invite les pauvres, les nécessiteux, ceux qui n'ont pas la possibilité de se payer ce repas, on les invite à la table pour qu'ils puissent ensemble clamer d'une certaine manière cette unité du peuple juif. C'est le peuple juif qui est réuni par famille, on va dire, mais aussi dans une dimension tout à fait nationale. Et pourquoi les associations caritatives s'agitent comme ça à Pessah ? On le voit partout, tout le temps. Pour permettre aux nécessiteux de célébrer cette fête dans la dignité, pour permettre de célébrer en particulier la fête le Seder de Pessah, cette soirée pascale qui commence par une invitation donc aux pauvres à venir à la table. Alors vous avez parlé de transmission, d'éducation aux enfants, et puis une valeur centrale aussi, c'est le questionnement qui fait partie des textes même de cette soirée pascale. Oui, le questionnement, disait Lamartine, c'est la base de la connaissance, c'est le prélude de la connaissance. Effectivement, toute la soirée de Pascal, la soirée de lundi soir, ce Seder va permettre aux jeunes de questionner. Il va y avoir toutes sortes de symboles qui vont attirer l'attention des jeunes. Dans la philosophie juive, dans la conception juive, cette notion de questionnement, question perpétuelle. Vous savez, on dit toujours, lorsqu'un juif pose une question à un juif, il répond par une question. Bien oui, parce que quelque part, la question, c'est la base de la sagesse. Et lorsque l'on voit, par exemple, le Talmud est fourmi, est un questionnement permanent, perpétuel de sages entre l'un envers l'autre. Et donc, c'est quelque part aussi une volonté de transmettre. On transmet par le questionnement. Les jeunes sont attirés, ils posent des questions. Et c'est ainsi que cet enseignement est aussi fortement transmis. Alors on va continuer de se poser des questions tous les jours. Ça fait partie de notre force peut-être, Michel ? J'ai l'impression, mais en tout cas, on va continuer à répondre par des questions, parce que ça, c'est vraiment devenu une grande spécialité et juive et nationale israélienne. Merci beaucoup à tous les deux. À suivre, on parlera en effet du génocide rwandais, des artistes qui parlent de ce travail de mémoire tout à fait particulier, des bourreaux et leurs victimes qui posent sur la même photo. On y revient après un nouveau journal. Voilà, et on poursuit avec cet autre titre de cette matinée. Les boîtes noires du Boeing d'Air Malaisie pourraient être bientôt retrouvées. L'Australie pense en effet connaître la position approximative des boîtes noires de l'avion, disparu il y a déjà plus d'un mois. Ce serait un rebondissement important dans cette affaire qu'on suit au jour le jour depuis plus d'un mois. Regardez ce rappel des faits en images. Se dirige-t-on vers la fin du mystère dans l'affaire du vol MH370 de la Malaysian Airlines et la localisation des boîtes noires de l'appareil ? Le Premier ministre australien Tony Abbott, en déplacement officiel en Chine, s'est en tout cas déclaré confiant. Nous avons largement restreint la zone de recherche et nous sommes très confiants. Les signaux que nous détectons proviennent de la boîte noire du MH370. Je ne veux pas en dire plus parce que je veux obtenir le plus d'informations possible avant ma rencontre avec le président Xi plus tard dans la journée. Et comme signe de respect pour la Chine et son peuple, et en particulier pour les 154 victimes chinoises et leurs familles, je tiens à garder le plus de détails possible pour mon entrevue avec le président Xi. La localisation des boîtes noires permettra aux enquêteurs de déterminer exactement ce qui s'est passé à bord du vol MH370 le 8 mars dernier. Pourquoi a-t-il dévié de sa trajectoire et comment s'est-il abîmé dans l'océan Indien ? Mais Tony Abbott a également tenu à préciser lors de sa conférence de presse que les signaux acoustiques détectés avaient tendance à faiblir et qu'une course contre la montre était désormais engagée afin de trouver ces boîtes noires qui reposent à plus de 4 km sous la surface de la mer. Allez, on tente de comprendre cette situation avec vous. Pierre Bertrand, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien pilote, militaire et civil. Vous connaissez bien ce genre de situation. Alors pourquoi c'est une course contre la montre maintenant pour trouver ces boîtes noires ?
Ben parce que la durée limitée des batteries qui alimentent le système sonore arrive en fin de course. Dans quelques jours, quelques heures, on n'en sait rien. Ça peut être assez variable. Disons, avec un peu de chance, ça durera encore, je vous dis, quelques jours. Voilà. Et donc, si ça s'arrête, c'est pratiquement impossible de les retrouver. C'est très petit. Oui. Comment on fait pour retrouver ces boîtes noires dans de telles surfaces, sous la mer, plusieurs kilomètres de profondeur? Ça semble presque mission impossible. Il faut détecter, si vous voulez, la direction. Il faut plusieurs sources de captation, par exemple 2 ou 3 bateaux autour, et qui capteraient les signaux à peu près au même moment. Et à ce moment-là, on peut éventuellement trouver la direction d'où vient le signal. Alors, si les 3 bateaux, par exemple, ou 4, ou 2 déjà, peuvent avoir cette direction, on peut avoir un point beaucoup plus précis. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que plus d'1 mois de recherche, c'est normal dans ces cas-là, ou est-ce que ça a été compliqué, difficile, un travail mal mis en place finalement? Je ne peux pas dire que ça a été mal mis en place, mais étant donné le fait qu'on ne savait rien, si vous voulez, la difficulté, c'est l'immensité de l'océan. Le fait qu'on n'a pas du tout une position juste, on n'a pas la trajectoire, à moins peut-être que des recherches plus importantes sur des radars ont pu quand même localiser à peu près une trajectoire, puisque là actuellement vous avez bien vu que le point de recherche, la zone de recherche a été modifiée de plus de 1000 km. Parce que on n'en sait rien. Donc c'est une recherche à l'aveugle. Et la seule possibilité, c'est justement ces signaux. Jusqu'à présent. Pour finir, Pierre Bertrand, évidemment la question que tout le monde se pose, c'est que si effectivement elles sont retrouvées, ces boîtes noires, elles vont nous permettre d'apprendre quoi sur ce qui s'est passé? C'est-à-dire trouver l'endroit où les boîtes noires se trouvent, ce serait déjà un miracle. À partir du moment où on sait où elle se trouve, il faut envoyer des robots éventuellement pour détecter la position exacte sur le sol, sur le fond de l'océan. Et ensuite, il faudra tout un appareillage et un équipement difficile à obtenir, puisqu'il faut l'amener sur place et tout. Et tâcher de la retrouver, de la prendre et de la monter. Et une fois qu'elle est à la surface, il faut l'envoyer dans un laboratoire qui va analyser la totalité de tous les enregistrements, à la fois sonores, des conversations et toutes les données techniques du vol. Voilà, ce qui nous permettra d'y voir plus clair si on retrouve si on trouve les boîtes noires, on saura vraisemblablement ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Pierre Bertrand, d'avoir été avec nous ce matin. Vendredi 11 avril, vous êtes sur i24 News. Merci d'être avec nous. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Alors que les négociations de paix pourraient être relancées, eh bien la pression politique se resserre autour de Binyamin Netanyahou. Vent de fronde au sein de son gouvernement qui pourrait vaciller. Naftali Bennett, chef de file du parti ultranationaliste, annonce: si de nouveaux prisonniers sont libérés, nous quitterons la coalition. Dans ce contexte, notez qu'Israël a décidé hier soir d'une mesure punitive de plus à l'encontre des Palestiniens. Israël ne transférera pas les recettes fiscales collectées pour l'autorité palestinienne. Une sanction suite à la demande palestinienne d'adhérer à des traités internationaux. Et puis on vient de l'évoquer, ça pourrait tenir du miracle. Les boîtes noires du Boeing d'Air Malaisie pourraient être bientôt retrouvées. L'Australie pense en effet connaître la position approximative des boîtes noires du Boeing disparu donc il y a plus d'1 mois. Le Premier ministre australien s'est dit confiant ce matin. Enfin, l'image de ce vendredi, regardez bien, c'est cette chaussure lancée sur Hillary Clinton. En plein discours à Las Vegas, l'ancienne secrétaire d'État a été surprise par ce projectile qui est passé à quelques centimètres de sa tête. Et vous le voyez sur ces images, on voit ensuite donc une femme blonde quitter la salle, les mains en l'air, escortée par la sécurité. Zoom à présent sur une médecine très lucrative. Ça se passe en Afrique du Sud et il s'agit de guérisseurs de vin. Alors on les appelle les sangomas et au fil du temps, ils ont été obligés de se moderniser. Est-ce que ça reste dangereux? Aujourd'hui, élément de réponse en image. Cette guérisseuse sud-africaine invoque les esprits. Les médecins traditionnels appelés sangomas affirment traiter de nombreuses maladies et même communiquer avec les morts. Par millions, les Sud-Africains font appel à leurs services,
une industrie très lucrative. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Fepsile Maseko se souvient de l'époque du régime d'apartheid qui avait marginalisé les Sangoma. Beaucoup de gens avaient peur d'aller voir les guérisseurs traditionnels, même s'ils le souhaitaient, car cela faisait partie intégrante de leurs croyances, de leur héritage. Mais c'était très dur de l'admettre publiquement. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de Sangoma vivent de leur activité et pratiquent cette médecine traditionnelle à l'aide d'osselets, de coquillages et de racines. Face à leur popularité, le gouvernement est sous pression pour reconnaître formellement leur profession, mais aussi pour l'encadrer, car certains de leurs remèdes sont dangereux et parfois même mortels. L'objectif est de faire certifier les Sangoma sérieux et d'empêcher les charlatans d'exercer. Je sais que quand je viens la voir, elle va me guérir. C'est pour ça que j'ai demandé à ma sœur de m'amener, car je sais qu'elle a beaucoup de pouvoir avec sa médecine. Elle peut me guérir. Les professionnels de la médecine moderne jugent les Sangoma efficaces pour des problèmes émotionnels, mais dénoncent ceux qui prétendent guérir la tuberculose ou le VIH. Un guérisseur qui vous donne un traitement traditionnel dont on sait qu'il ne marche pas comme il devrait, qui ne marche pas comme un traitement biomédical à base d'antirétroviraux, si c'est ce qu'il vous donne, eh bien vous savez que vous n'allez tout simplement pas aller mieux. Environ 2 millions de Sud-Africains sont séropositifs et traités aux antirétroviraux. Beaucoup n'hésitent pas à faire appel aussi à la médecine traditionnelle, perçue comme complémentaire. Voilà, on reste en Afrique pour parler de cette tragédie. Vous le savez, on commémore depuis le début de la semaine les 20 ans du génocide au Rwanda. Laura Duhamel, bonjour. Bonjour. Alors on parle ce matin de 2 initiatives artistiques qui commémorent à leur façon cette tragédie. Oui, exactement. Alors ce génocide dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il s'est produit il y a 20 ans, jour pour jour, il est encore très présent dans la mémoire collective au Rwanda. D'une part, évidemment, parce que les massacres, on le sait, des Tutsis par les Hutus ont été d'une barbarie inouïe, 800 000 morts en 100 jours. D'autre part, parce que ce génocide, il a été perpétré presque dans l'intimité. Les Hutus et les Tutsis, ce ne sont pas des ethnies différentes, ce sont plutôt des classes sociales. Ils vivent dans les mêmes villages, ils fréquentent les mêmes églises, ils parlent la même langue. Et c'est justement cette particularité du génocide rwandais que Peter Hugo, un photographe sud-africain, a tenté de saisir via des portraits de couples victimes-bourreaux. Regardez, sur chaque cliché, la victime pose à côté de son bourreau. C'est très particulier de voir comme ça, le bourreau et sa victime posés ensemble. On se demande comment ils ont pu accepter cela. Est-ce que les Tutsis ont pardonné aujourd'hui ? Alors, c'est une question évidemment extrêmement complexe, extrêmement difficile. Peter Hugo, lui, précise que les relations entre ces gens étaient toutes différentes. Évidemment, il y a des degrés de pardon très différents. Regardez ce cliché, par exemple. À gauche, vous avez Jean-Pierre avec d'autres hommes. Jean-Pierre a tué le mari et les 2 fils de Viviane qui posent à droite. Il est venu seul lui demander pardon. Elle le lui a accordé. Selon leurs propres mots, eh bien, leur relation serait normale. Aujourd'hui, alors qu'est-ce que la normalité dans ces situations ? Je ne sais pas. Voici un autre cliché. Donc Juvénal à droite qui lui a perpétré le génocide. Cancilde qui en a été victime et qui a perdu toute sa famille, son mari et ses 4 enfants. Alors elle a pardonné parce que selon elle, eh bien, elle n'avait pas d'autre choix. Selon ses propres mots, eh bien, ses proches ne reviendront pas et elle ne veut pas être encore plus seule. Voilà, ça nous fait poser plusieurs questions, de savoir si pour cicatriser une telle tragédie, il faut pardonner, au contraire, il ne faut pas. Enfin bon, ça restera certainement des questions en suspens. En tout cas, ce sont des histoires terribles parce que ça se joue finalement entre gens très proches, entre voisins, Exactement. Dans le même village. Tout à fait, et c'est là toute la force de ces clichés, justement, montrer la proximité, l'intimité, je vous le disais, entre Hutus et Tutsis. À la différence de l'ex-Yougoslavie, par exemple, les liens de voisinage entre eux étaient très forts. Au Rwanda, les Hutus et les Tutsis, ils parlent la même langue, ils sont éduqués dans la même religion chrétienne, et même les mariages mixtes d'ailleurs n'ont rien d'exceptionnel. Alors le génocide finalement n'en a été que plus féroce. On a massacré dans les églises, on a vu des instituteurs qui ont tué leurs propres élèves. Alors 20 ans plus tard, eh bien, ces mêmes personnes, elles doivent toujours vivre ensemble. C'est une situation
inédite. On se souvient à la fin de la guerre, par exemple en Allemagne, il y avait presque plus de juifs, alors qu'au Rwanda, eh bien, les victimes, elles affrontent directement, quotidiennement, ceux qui ont massacré leur famille. Alors du coup, le travail de réconciliation et de pardon, il se mène au quotidien et il apparaît indispensable. Voilà, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du Rwanda? C'est un pays qui est en pleine expansion économique, qui se reconstruit malgré cette tragédie. Oui, alors c'est une note assez positive et cette grande dignité justement des Rwandais, elle a inspiré une autre œuvre commémorative. L'œuvre s'appelle Les Hommes debout. Elle est signée par un autre artiste sud-africain, le plasticien Bruce Clark. Les Hommes debout, alors ce sont des photos majestueuses, plus grandes que la nature, représentant des hommes, des femmes et des enfants debout avec une pancarte indiquant dans plusieurs langues « Je suis debout ». Cette campagne, elle a reçu plus de 1000 photographies des 4 coins du monde. Bruce Clark, il a voulu redonner la dignité aux victimes, il a voulu lutter contre l'oubli, participer au devoir de mémoire et ces photos d'ailleurs seront projetées dans plusieurs villes du monde. Regardez justement cette campagne qui a fait plus de 10 000 vues sur YouTube. En 1994, alors que les yeux du monde regardent ailleurs, le génocide des Tutsis du Rwanda a fait 1 million de morts en 100 jours. Le 7 avril 2014, cela fera 20 ans. L'art peut contribuer à la conservation de la mémoire. The idea behind the Upright Men project is to paint on sites of massacre in Rwanda images of men, women, children, dignified, standing upright. We want to spread the image around the world through painting, through light projections, to make one big event to commemorate the genocide of the Tutsis in Rwanda on the same day everywhere simultaneously. Voilà, des hommes debout. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Rwanda, lui aussi, est debout, s'est relevé? Je pense qu'on peut dire ça. Aujourd'hui, le Rwanda, il offre un nouveau visage. Alors évidemment, malgré des inégalités qui restent très fortes, eh bien, le PIB du Rwanda, il progresse de plus de 8% par an depuis 2001. De nombreux progrès ont été faits en matière de santé, d'éducation et même de parité hommes-femmes en politique. C'est un pays qui a une vision très ambitieuse de son avenir. La capitale Kigali se veut la Singapour de l'Afrique. Elle fleurit littéralement de start-up. Et donc finalement, malgré la violence de ce génocide encore évidemment omniprésent dans la mémoire collective, le Rwanda se veut aujourd'hui un peuple uni. C'est du moins en tout cas ce qu'a déclaré la ministre rwandaise des Affaires étrangères lors des commémorations cette semaine. Alors évidemment, Barbara, on se doute que la réalité est beaucoup plus complexe, que la réconciliation est un processus qui va prendre encore du temps. Évidemment, ça prend énormément de temps. Merci beaucoup, Laura Duhamel, d'être venue nous apporter cet autre visage de cette tragédie. À suivre, dans le Morning, on parlera des publicités qui font polémique en ce moment, notamment celle-ci, Burger King, qui lance son sandwich au poulet, infidélité suprême, au hamburger de bœuf, et il se consommera donc, comme l'adultère, dans une chambre d'hôtel en catimini. Les images et les explications après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On termine cette émission et on termine la semaine tout en douceur et en légèreté. Johan, bonjour. On va parler dans un instant de pub avec vous, celles qui font le buzz en ce moment. Et puis comme tous les vendredis, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Chek. Bonjour. Bonjour. Alors Marie, on parle avec vous de la scène artistique en Israël qui bouge énormément. Elle comprend de plus en plus chaque semaine et on parle aujourd'hui d'art, de science et d'écologie. Alors vous nous emmenez dans une sorte de laboratoire artistique aujourd'hui. Tout à fait. On démarre par une expo de 2 artistes. Elle s'appelle Nivi Alroy et Ila Amram. Voilà, ce sont 2 artistes qui se complètent à merveille. C'est comme un couple. Une est très bonne en dessin de laboratoire, en dessin culturel, et l'autre en objet. Et ensemble, elles créent des cultures Cell. Ça s'appelle Cell Culture Club. C'est devenu un vrai groupe, je dirais une symbiose incroyable. Elles travaillent avec
une conservatrice qui s'appelle Salia Petel. Et là, ce sont les dessins de Nivi. Vous voyez une grande qualité de dessins, d'animaux, d'objets, de molécules. Et ensemble, elles trouvent des espaces. Donc cette expo existe en ce moment-là à l'école d'art Kalisher à Tel Aviv. Elles ont pris un matelas. Elles ont troué le matelas comme si que c'était une sorte de champignon qui rentrait dans la vie d'un couple, je dirais, dans la vie de... Et le trou qu'il y a au milieu du matelas, elles ont mis une sorte de serre, de marécage, et des plantes, de l'eau, des animaux. Et tous les jours, elles viennent voir leur œuvre et elles découvrent tout un monde organique qui les dépasse. Tout le temps, tout le temps. C'est ça change. Elles disent c'est it's beyond. Et ce qui se passe, c'est que du coup, elles sont passées de l'hiver, parce qu'elles ont commencé à travailler le 1er janvier, enfin un hiver d'été de Tel Aviv, soyons modestes, et elles sont passées au printemps, et puis tout à coup, c'est l'été. Donc il y a toutes sortes d'animaux différents qui réapparaissent et apparaissent, et des fois, elles ont carrément peur quand elles voient dans une bouteille un phénomène... naturel, surnaturel. Oui, et là, c'est vraiment une nouvelle sorte d'art qui se crée un peu dans le monde. C'est encore pas mainstream, évidemment, c'est une sorte c'est une tendance que vous avez repérée? Il y a une tendance, oui, tout à fait. En France, il y a Fabrice Hibert qui a créé un laboratoire, un mélange. Ce n'est plus l'ego de l'artiste, c'est plus moi, mais c'est nous d'abord. Le monde, la nature, la conscience écologique aussi. Tout à fait. Donc on peut élever même des choses dans toute cette ambiance qui fait un peu peur, mais aussi c'est une renaissance. Donc il y a des trous, mais pour renaître, pour refaire vivre et la nature et la culture. Et il y a une nouvelle tendance qui s'appelle de-extension, où on veut refaire vivre un organisme qui est mort, mais vivant. C'est un peu le cloning qu'on a fait avec les moutons, qu'on a fait. Le clonage. Donc ça fait un peu aussi peur, parce que qu'est-ce qu'il va y avoir de ce côté hybride entre tout ça? Mais c'est absolument magnifique. Je vous assure, je suis rentrée, je me suis dit, mais où suis-je? Je sais que je suis dans une école d'art, et qu'elles sont artistes, donc on est évidemment dans l'art contemporain. Pourquoi on est dans l'art contemporain? C'est la question que je vais vous poser chaque semaine. Dites-nous pourquoi c'est de posez-la l'art. et reposez-la. L'art n'a pas de limite. Les artistes sont faits là pour inventer ce qui n'a jamais été créé. Et plus l'artiste est avant-garde, et plus je lui donne mon chapeau, parce qu'elles sont pas justes, elles veulent pas faire un dessin sur un mur. Nivi Alroi peut faire des superbes dessins que j'ai moi-même exposés dans mes expos, mais bon, elle trouve que c'est bon, c'est pas mal, mais elle veut plus que ça. Mariée à un savant de l'Institut Pasteur, ils passent leur vie à discuter art et culture et science. Et c'est tout juste magnifique ce qu'ils font. Ils cherchent des objets. Elle passe sa vie à trouver des objets ou à les créer des ready-made. Et ensemble, cette alchimie, vraiment... Alors, oui. Vous dites que c'est un courant, que c'est une tendance. Elles ne sont pas les premières à faire ça. Elles se sont inspirées d'un homme, leur père spirituel. Il est israélien aussi. Il s'appelle Avital Geva. Voilà, Avital Geva. Et père d'un artiste et frère d'un très grand artiste qui s'appelle Tzibi Geva, dont je parlerai prochainement. Et il habite dans un kibbutz, on est dans le kibbutz, un kibbutz En Shemer, qui est à peu près à 3/4 d'heure Tel Aviv, près de Netanya. Et ce monsieur, qui était un artiste, comme tous ceux dont je parle, a décidé qu'il fallait, dans les années 70, je parle, a décidé de créer une serre écologique. Vous me direz, c'est vraiment bien longtemps, où le système écologique, scientifique, laboratoire, va amener les écoles et va ouvrir les états d'âme des étudiants. Il l'a fait pour les enfants? Il les a fait dans son idée, dans son idéologie, c'était partager la communauté avec l'art. Tous les enfants qui ont été interviewés, qui travaillent à 12 écoles qui travaillent là-bas, disent « ça m'a ouvert l'esprit, j'ai mon projet, c'est plus dans une classe, c'est plus avec... c'est mon projet. » Qu'est-ce que ça apporte, vous pensez, aux enfants? Oh, une créativité incroyable. Quand on n'est pas limité à une chaise et une table, et quand on vous laisse dégager l'esprit, c'est magnifique. Donc Avital Geva, en 1993, est invité à représenter Israël à la Biennale de Venise. Vous imaginez le choc, là-bas, tout est beau, chic, un peu bourgeois. Puis on a 3000 mètres carrés, je crois, un truc énorme. Et on ne peut pas l'installer au pavillon israélien. Il n'est pas fait pour ça. Donc on le met en dehors. Parce qu'il y a des plantes, parce qu'il y a des animaux, parce qu'il y a de l'eau, il y a de la marécage, il y a des odeurs, c'est 6 mois d'espace. Et donc, c'est vraiment
Ça a créé une tumulte à Venise. Ça fait beaucoup de bruit, ça a expandi. Et après ce moment-là, c'était comme s'il avait tout donné à la symbiose de l'art et de la création, et il s'est retiré. Il est toujours artiste, c'est pas parce qu'il n'écrit pas ou qu'on ne parle pas, au contraire, souvent dans le silence, on est de plus en plus artiste. Il s'est retiré et il s'est surtout occupé de la créativité dans la transmission des générations à venir. Donc tout le contraire de l'ego, et cet homme-là et sa création inspire beaucoup ces deux jeunes femmes. Elles sont en contact. J'y suis allée voir cette greenhouse après toutes ces années. C'est absolument magique. Tout marche en même temps. Ça fabule, les eaux. Il y a un bruit, on se croirait dans un... C'est très vivant, quoi. Oui, en tout cas, dans on peut le dire. Alors, Euro Disney. On termine, c'est une sorte d'attraction, de parc d'attraction naturel. On termine par Maya Zak. Elle fait partie de ce courant, mais son art est créé autour du papier. Voilà. Alors, Maya Zak est une des références de l'installation de Nivi Al-Royer et de Lamram. Elle a créé ça à la maison de Bialik. Elle prend le papier comme objet de base. Sur le papier, on peint, sur le papier, on écrit. On coupe ça. À l'origine, c'est les arbres, évidemment. C'est pas très écologique. C'est pas très écologique, mais elle en fait une œuvre d'art. Elle utilise, c'est du papier recyclage. D'ailleurs, quand vous avez vu dans la première œuvre, il y a beaucoup de layers, comme ça, de couches de papier que les deux filles mettent de l'eau dessus. Donc le papier de Maya Zak, comme le papier de Maya Zak, devient une sculpture, devient plus lourd. Et donc Maya Zak crée avec ce papier de base des sculptures qui vous dégagent. Et là aussi, le message est trop de culture, trop de savoir, trop. C'est toujours du trop, mais en même temps, regardez la forme, les vagues. Et là aussi, j'ai demandé aux deux jeunes femmes si elle était une base de référence. Elles ont dit tout à fait. Et ça dégageait de la maison de Bialik. Bialik était notre poète national. Donc, tout a un rapport, les messages du trop, mais en même temps, c'est magnifique, tout ce savoir-là, où on lit, où on voit, ou qui devient une œuvre sculpturale dans le travail de Maya Zak. Merci beaucoup Marie d'être venue nous montrer ce visage là de la scène artistique israélienne. Restez avec nous. D'Israël, on prend la direction de Ramallah. Cette semaine, le Culture Mag a décidé de nous faire découvrir un designer. Il est palestinien et il mixe la mode et l'art. Son univers créatif fait office également de pamphlet politique. David Gomba. Créer un uniforme de cérémonie imaginaire pour un pays imaginaire. Voilà la démarche artistique pour le moins originale d'un jeune artiste palestinien, Omarius Youssef Filius Dinae. Une démarche artistique, oui, mais non dénuée de fond politique. Ce costume peut devenir un vrai costume. On pourrait y arriver, mais en même temps, ce n'est pas réel. Donc les gens peuvent croire en quelque chose qui n'est pas réel et qui reste irréel, même s'ils y croient. C'est exactement comme avec notre discours en Palestine. S'il s'agit d'une critique du discours politique actuel, cet artiste s'est surtout impliqué dans le design des costumes. Ancien élève de la London College of Fashion, il s'est inspiré de vêtements traditionnels palestiniens pour créer ses costumes un peu particuliers. Il a aussi collaboré avec d'autres artistes palestiniens et libanais, notamment un cordonnier de Ramallah et un brodeur de Beyrouth. Un autre artiste palestinien de renom, Khaled Khourani, ressent lui un élément de ridicule dans le travail d'Omarius Youssef. C'est comme s'il se moquait de tous ces symboles qui font partie de la vie des nations partout ailleurs dans le monde. C'est une reconstruction des symboles, des coutumes et de l'imaginaire collectif. Et je pense que vous avez besoin de temps pour pouvoir l'analyser avec un œil critique. En plus de ces costumes, cette exposition présente une série de photos imitant des portraits officiels. Si la majorité verra dans cette exposition une signification politique, tout dépend bien entendu de la façon dont l'œuvre est perçue. Certaines personnes l'appréhenderont comme de l'art, les couleurs, les œuvres en tant qu'art. Mais puisque nous sommes en Palestine, il est possible pour les gens de prêter attention au sens politique. Donc il y a différents niveaux de perception. À Ramallah aussi, l'art peut servir de critique envers la société. Une société qu'Omarius Youssef veut continuer de décortiquer. C'est dans cette perspective qu'il débutera à la rentrée prochaine un master d'anthropologie politique à Londres. Analyser pour mieux critiquer, telle semble être sa devise. Marie, vous aimez ? Super.
les créations. J'aime les créations, j'aime le fait que des choses intéressantes se passent là-bas. Et voilà, si nos voisins seront heureux, nous aussi on sera heureux. Amen, j'ai envie de vous dire. Johan, on parle de pub avec vous. Plusieurs exemples que vous nous avez ramenés aujourd'hui. Des pubs qui créent la polémique en ce moment. Et on commence avec des burgers. Exactement. Alors, pas de polémique cette fois, mais un côté très intéressant dans la stratégie de communication adoptée avec Burger King, qui, pour faire la promotion de son nouveau Tender Crisp Chicken Burger, donc le nouvel hamburger au poulet de l'enseigne, nous invite à faire des infidélités au burger classique au bœuf. Et qui dit infidélité dit hôtel ou motel. La marque a donc tout simplement décidé de créer son propre motel à son effigie, dans lequel il est possible de déguster son chicken burger et donc de faire des infidélités au bœuf en toute tranquillité. Quand je dis en toute tranquillité, c'est-à-dire que la chambre d'hôtel est aménagée pour manger un burger au poulet de façon complètement optimale. On ne se fera pas attraper, quoi. On ne se fera pas attraper, il y a des petits rideaux, il y a tout un tas de produits dérivés brandés Burger King. Il n'y a pas de lit dans la chambre, une grande table pour 4 personnes. Et tenez-vous bien, il est possible donc d'aller manger un hamburger dans cet hôtel, tout simplement en se rendant sur Twitter et en taguant des photos, enfin en relayant les photos d'opération. C'est un vrai hôtel, c'est pas que pour la pub. C'est un vrai hôtel, c'est pas que pour la pub. Vous pouvez vous passer un moment dans cet hôtel pour 4 personnes, pour réserver, donc allez sur Twitter, vous relayez les photos que vous venez de voir et vous rajoutez le hashtag MotelBK, donc pour Burger King, et vous avez peut-être une chance d'être tiré au sort. Ça va loin, non, de créer un vrai hôtel comme ça pour une idée conceptuelle de communication, ça arrive souvent ? Alors, ça arrive de plus en plus et il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est tout simplement d'aller au bout de ce qu'on va pouvoir montrer dans un film publicitaire et qui est resté complètement faux et abstrait jusqu'à maintenant. Là, on y va, on fait ce qu'on dit, voilà, on fait ce qu'on dit, ça existe. Donc, on fait vivre au consommateur une expérience complète, on lui montre pas seulement un hôtel d'une idée. Vous pouvez y aller et passer un moment dans ce véritable hôtel. Et la deuxième raison, c'est pour que les gens en parlent. Et ça fonctionne. Ça fait parler cette pub. On ne peut pas la voir. On ne peut pas la voir. Non, d'accord. Alors, on passe à la deuxième ? On passe à la deuxième. Ça se passe en Belgique. On parle de campagne pour la prévention routière. Exactement. Et alors là, on part dans un registre complètement différent où l'Institut belge pour la sécurité routière, pour une campagne donc, de sensibilisation aux dangers de la route, invite les conducteurs belges à leurs propres funérailles. Oh mon Dieu. Ouais, je vous laisse regarder, c'est plutôt émouvant. En april zouden we samen naar Brazilië gaan. La nuit du 21 octobre, le téléphone sonne. Mais ce n'était pas toi. C'était la police. De ene keer snel rijden is fataal geworden. Ik kan en wil het niet begrijpen. T'as l'air trop con dans ton cercueil. Et moi encore plus debout là, à te parler. Mon enfant chéri. Je voudrais être fort, mais à quoi bon ? Je suis un père qui enterre sa fille. Voilà, alors, on parlait d'expérience consommateur, là on est dans une expérience qui est complètement différente. Les piégés, puisqu'en fait ils sont réellement piégés, pensaient se rendre à une invitation d'un ami et arrivent dans une salle de funérailles et voient l'un de leurs proches, eux au courant de l'opération, témoigner de façon fictive, comme s'ils assistaient à leur propre funérailles. Le père qu'on voit là croit vraiment que sa fille vient de mourir alors dans le voiture ? père, le père sait ce qu'il fait, c'est-à-dire que lui pour le coup joue la comédie. Par contre la fille, elle pensait venir tout simplement rencontrer son père et assiste à ses propres funérailles et voit ce qui se passerait si elle était morte, puisqu'effectivement les personnes piégées sont connues par leurs proches pour conduire de façon trop imprudente. Donc une façon très délicate de faire passer un message, ouais, voilà, c'est assez lourd. Le film dure assez longtemps, secoue, hein. Ça passe en ce moment à la télévision belge. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, en tout cas, les leviers émotionnels sont activés. Ouais. C'est trop fort, Marie ? C'est dingue, c'est fou, quoi. C'est beaucoup plus que le matelas qu'on a vu avant. C'est juste trop fort, je trouve. Ouais. Trop fort, en tout cas, c'est très fort. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Belgique, il y a 40 accidents par jour de la route qui font des victimes. Donc voilà, le gouvernement a tout simplement décidé d'agir. En tout cas, si ça peut éviter aux Belges de se gaufrer, peut-être que... Mauvais jeu de mots, Johan. C'est peut-être à cause du bon chocolat, je sais pas. Peut-être. Oui. En tout cas, on termine avec quelque chose de plus léger. C'est une publicité pour crème dépilatoire censurée en 30 secondes. En 30 secondes, une crème dépilatoire pour la marque Vite, censurée aux États-Unis car jugée sexiste, voire homophobe. Pourquoi ces 2 hommes ? Ces 2 hommes, et l'homme en nuisette est censé être une femme qui ressemble à un homme puisqu'elle n'est pas épilée. Ne vous transformez pas en mec, ça n'a pas plu aux internautes, ça a été jugé. Je trouve ça très drôle, c'est pas sexiste. Bah voilà, c'est différence culturelle aux États-Unis, ça ne passe pas du tout. Bonne réaction, c'est-à-dire est-ce que c'est sexiste ou pas, est-ce qu'on doit tout censurer ? Il y a toujours quelque chose à dire sur une publicité, est-ce que voilà.
Voilà pour les pubs du moment. Merci beaucoup Johan, merci beaucoup Marie. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien.